données personnelles et conformité, un défi pour les groupes internationaux. Donc, je vais essayer d'animer ce débat. Je vais commencer par présenter les participants. Louis Dutheillet de la Motte, qui certains peut-être le connaissent bien, secrétaire général de la CNIL depuis le 11 avril 2020, Louis. Le 15 mars, le jour du confinement. D'accord. Bonne introduction. Donc Louis est diplômé de l'ENS, de Sciences Po, de l'ENA, promotion Émile Zola, Conseil d'État après sa sortie de l'ENA. Donc je crois que vous avez été rapporteur à la 4e chambre de la section du contentieux et à la section de l'administration, responsable du centre de recherche et de diffusion juridique en 2014 et rapporteur public à la 6e chambre du contentieux en 2017. Ok. Très bien. Donc voilà, merci Louis d'avoir accepté de participer à ce débat. À ma droite, Marine Giovanangeli, qui est depuis quelques mois Data Privacy Head et non pas DPO du groupe Servier. Donc depuis janvier 2022, Marine. Et qui, donc après une formation à l'université en droit des nouvelles technologies, à Paris et à Assas, a exercé comme avocate entre 2005 et 2022. D'abord dans différents domaines. D'abord siégé en département nouvelles technologies chez Auric, ensuite plus en droit des affaires, fusion-acquisition chez Dewey Leboeuf pendant quelques années, et enfin dernièrement chez GB Avocat, où vous étiez associé jusqu'en 2022. C'est bien ça? Donc merci de participer également. Pour ma part, je suis Damien Catoire, je suis directeur juridique du groupe Atos. Voilà, donc je vous propose qu'on lance cet atelier et qu'on en fasse un échange aussi, si vous le voulez bien. Donc j'aurai quelques questions pour les participants, mais n'hésitez pas, et on laissera évidemment du temps à la fin de la séance pour un échange et pour des questions-réponses, mais n'hésitez pas, pour que ça soit vivant, à intervenir même pendant nos échanges pour creuser ou pour aborder des points qui seraient d'intérêt particulier pour vous. Et merci encore de votre présence. Donc pour commencer, on va peut-être pas revenir sur le RGPD en détail. On va partir du principe que si vous êtes là à 9h du matin dans ce débat, c'est que vous connaissez les bases du RGPD. On a vu ces dernières années, enfin en tout cas depuis l'entrée en vigueur du RGPD, que cette réglementation a beaucoup essaimé, Marine, à l'international, et que donc depuis 2018, il y a quelques réglementations étrangères qui s'en sont largement ou moins largement inspirées. Oui, tout à fait, Damien. Donc, effectivement, le RGPD a essaimé à l'international. Alors, pas forcément en copier-coller, mais il y a clairement des législations qui s'en sont inspirées, pardon. Donc là, l'une des plus connues probablement et qui s'en rapproche, c'est la loi générale de protection des données brésilienne, donc qui a été adoptée en septembre 2020. On retrouve un champ d'application territorial qui est assez similaire à celui des RGPD, avec une forme d'extraterritorialité, des concepts assez similaires en termes de responsables de traitement, de sous-traitants, on parle aussi d'opérateurs, des droits conférés à la personne concernée également similaires au RGPD. On a des similitudes également, on retrouve des obligations de nomination de DPO, de registre des traitements, d'analyse d'impact. Petite différence néanmoins qu'on peut noter sur la loi brésilienne, c'est qu'il n'y a pas d'exigence en tant que telle d'avoir un contrat ou un acte pour engager un sous-traitant. Simplement, on exige uniquement que le sous-traitant agisse sur les instructions du responsable de traitement. Donc ça, c'était pour la loi brésilienne. Plus récemment, on a la loi chinoise, novembre 2021. Donc c'est la Personal Information Protection Law, qui, de manière assez surprenante, s'est également inspirée du RGPD. Alors, un peu de la même manière que la loi brésilienne, avec un champ d'application territorial équivalent, donc une extraterritorialité également.
avec l'exigence d'un certain nombre de bases légales pour procéder au traitement de données personnelles, alors que précédemment, la loi chinoise ne permettait le traitement de données personnelles que sur la base du consentement. On retrouve également des droits similaires pour les personnes concernées et une exigence de conduire des analyses d'impact. Et enfin, je finirai par une loi qui a été récemment adoptée également en novembre 2021. C'est celle des Émirats arabes unis, pardon. Donc, au risque de me répéter, on va retrouver des grandes similitudes sur le champ d'application, sur l'obligation d'avoir un DPO, registre des traitements, analyse d'impact. Donc, on voit clairement que le RGPD c'est quand même disséminé autour de ces notions dans les législations étrangères, avec cependant une différence notable pour ce qui concerne la loi de données personnelles des Émirats, puisque le RGPD énonce un certain nombre de bases légales pour procéder au traitement de données personnelles, alors que là, en l'occurrence, sur la loi des Émirats arabes unis, on va trouver comme base légale principale le consentement uniquement, avec quelques rares exceptions. Donc voilà, au travers de ces exemples, c'était simplement pour montrer qu'effectivement, il y a une dissémination qui, à mon avis, va se poursuivre. Alors, oui, enfin, je les connais pas dans le détail, mais oui, on voit en tout cas en termes de niveau de sanction dans le sens de la dissuasion, oui, tout à fait. Merci, merci Marine. Donc, on voit que c'est peut-être on se faisait la réflexion avec Louis, c'est un des domaines où l'Europe a quand même été précurseur et a inspiré d'autres législations. C'est un des rares domaines et où la réglementation européenne peut devenir un standard, mais on a quand même des réglementations de plus en plus nombreuses à l'étranger qui sont édictées et qui diffèrent parfois des réglementations européennes. Alors, Marine, quand on est dans un groupe français, mais présent à l'international comme Servier, cette multiplication des réglementations et cette complexification de l'environnement législatif, quel problème ça peut poser pour un groupe international, en tout cas un groupe qui est présent dans plusieurs pays et qui doit donc respecter ces multiples réglementations? Alors en termes de défis, c'est clairement des défis d'ordre de mise en œuvre opérationnelle, on va dire, parce que alors déjà en soi, il faut souligner que, comme dans un groupe, on a généralement besoin d'avoir des standards harmonisés, applicables à tous, sinon on s'en sort pas. Une sorte d'étalon or qui s'appliquerait sauf réglementation locale plus contraignante. Donc déjà, il faut souligner qu'en soi, adopter le RGPD comme standard au sein d'une entreprise, c'était clairement pas évident. Là où les choses se compliquent évidemment, c'est quand le standard que vous entendez appliquer au niveau de votre groupe est potentiellement battu en brèche ou doit nécessiter des ajustements, puisqu'on va se retrouver face à des réglementations locales plus contraignantes ou différentes. Donc j'ai en tête, notamment, vous devez connaître les sujets de conformité en Russie, où effectivement on impose un stockage primaire des données personnelles des résidents russes sur le territoire russe. Alors, on va retrouver la même chose dans la loi chinoise, mais ce sera clarifié puisqu'on attend une loi d'implémentation, mais il y aura probablement cette exigence également pour les fournisseurs qui vont traiter alors, ils parlent de nombre considérable de données sans qu'on sache vraiment ce à quoi ça se réfère. Et donc, en pratique, effectivement, ça se traduit par le fait que au-delà de la mise en œuvre de notre standard RGPD, il faut prendre en compte ces réglementations, les avoir en tête, effectivement pour permettre à l'organisation de s'y conformer. Alors, ça peut aussi être générateur, ça peut être aussi un frein de temps en temps à des projets de transformation digitale, en ce sens que lorsque, par exemple, le groupe a l'intention de déployer des solutions globales, alors je pense à des solutions digitales en matière de gestion RH, si on n'a pas en tête effectivement la spécificité de certaines réglementations locales, ou par exemple, j'en parlais juste avant, le consentement est nécessaire pour traiter la donnée personnelle, ça veut dire que ab initio du projet, on va pas avoir nécessairement paramétré dans notre outil, dans notre solution digitale, la collecte du consentement.
Et donc, alors, c'est pas forcément un problème parce que ça interdit pas de le collecter par ailleurs, mais ce sera de manière ad hoc et ça peut clairement être un frein et générer des coûts supplémentaires quand ça n'a pas été pensé dès le départ. Merci Marine. Donc je vais me tourner vers Louis. On a donc une multiplication des réglementations relatives aux données, des points de friction entre ces réglementations européennes et internationales qui deviennent souvent plus importants, plus nombreux. Alors, à votre sens, comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre ces conflits de réglementation ? Vous allez nous dire peut-être qu'il faut privilégier la réglementation européenne, mais j'imagine que vous êtes conscient que malgré tout, en dépit d'un parfait respect du RGPD, parfois les entreprises peuvent se retrouver un petit peu prises en porte-à-faux. Oui, non, j'allais exactement dire ça, effectivement. On est conscient du problème. Le problème, il est double, je dirais. Enfin, plus exactement, il a deux dimensions. C'est-à-dire, vous avez le cas où parce que vous êtes un groupe international, vous devez appliquer plusieurs RGPD, pour le dire simplement, mais territorialement. J'ai un établissement en Europe, j'ai un établissement en Californie, j'ai un établissement en Chine. J'ai mes 3 RGPD à appliquer. Ça, c'est compliqué à gérer. C'est une complexité qui est gérable pour un groupe international, enfin, me semble-t-il. Là où ça devient vraiment très compliqué, c'est que chacune des lois, et là, l'Europe a vraiment voulu le faire, j'ai envie de dire un peu à l'américaine, et c'était un choix assumé, et d'ailleurs, comme l'a dit Marine, il a été copié depuis dans le monde. L'Europe a voulu faire une loi extraterritoriale. Généralement, les entreprises européennes subissent des lois extraterritoriales américaines, dans une moindre mesure chinoise, etc. L'Europe a fait une loi extraterritoriale pour le RGPD, très clairement. Donc, de temps en temps, vous n'avez aucun établissement en Europe et vous devez appliquer le RGPD parce que vous traitez des données des Européens, alors même que le fichier, il est à l'autre bout du monde. Il faut en avoir conscience. Et là, il y a une difficulté, c'est que généralement, là où est le fichier, là où est le traitement, il y a une autre loi qui s'applique. Et donc, ces deux-là, elles peuvent rentrer un peu éventuellement en friction, voire en contradiction. Donc voilà, il y a vraiment ces deux niveaux, un niveau purement territorial et un niveau où sur le même traitement, tu vas avoir parfois 2 lois à appliquer. Et en même temps, c'est vraiment ce qu'a voulu l'Europe, et il y a eu une illustration là récente avec une mise en demeure d'une société Clearview qui a fait, en collectant des données sur Internet, un fichier de reconnaissance faciale pour notamment des services de police avec des millions de Français, donc ce qu'on interdit à toutes les entreprises françaises évidemment, et ce qui est pour l'instant pas autorisé par la loi, y compris pour les pouvoirs publics français, a été fait par un geek quelque part à New York avec une société, voilà, l'activité, mais enfin qui, j'ai l'impression, repose sur quelques personnes. Et donc il y a eu des mises en demeure et les sanctions commencent à pleuvoir partout en Europe pour cette société qui n'a jamais mis les pieds, voilà. Mais en même temps, sinon c'est trop facilement contournable. C'est-à-dire que vu ce qu'est le numérique, si on n'admet pas cette extraterritorialité, sinon c'est trop facilement contournable. Alors qu'est-ce que je peux dire en réponse à ça? J'ai pas de solution miracle. Il peut y avoir des contrariétés. Il y a quand même 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que nous, on en est parfaitement conscient. C'est très rare. Moi, vraiment, depuis que je suis arrivé, j'ai vu un dossier où cette question s'est posée, un seul dossier de contrôle, et on a immédiatement enlevé le manquement. C'est-à-dire qu'on a discuté avec la société qui a dit que sa mention d'information, elle s'était emmêlée les pinceaux parce qu'il y avait la loi ceci et la loi cela, et que du coup, avec une traduction en anglais entre les deux, c'était la mention d'information comme ça qui s'était retrouvée, où il y avait évidemment moins de choses que ce que demandait le RGPD. Le DPO a tout de suite modifié le truc, et c'est pas aller plus loin. Je veux dire, on est conscient que... Voilà. Et le deuxième point, c'est ce que vous disiez, c'est que on a quand même l'impression, mais c'est peut-être un peu du cocorico européen, que si vous êtes conforme au RGPD, pour le gros des règles, vous êtes sur un standard plutôt mieux-disant par rapport aux autres législations. Alors, il y a tous les cas particuliers qu'a dit Marine, que je ne connaissais pas d'ailleurs, sur ces règles de stockage primaire, peut-être des consentements qui sont exigés par des législations spéciales ailleurs, etc. Mais enfin, grosso modo, on voit quand même que l'Europe a réussi à imposer un langage commun
toutes ces lois parlent quand même un langage commun. Traitement de données personnelles, c'est des concepts qui sont nés dans nos législations, avec les finalités, les quelques règles, etc. Ce langage, il est partagé par les différentes lois. Et si vous êtes conforme au RGPD, généralement, vous réglez les problèmes de la loi californienne, brésilienne, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il reste les 10% derniers. Donc, plutôt un avantage d'être à l'initiative du langage. Nos entreprises sont peut-être celles qui le parlent le mieux, le plus vite, et qui du coup, s'il est adopté ailleurs, sont un petit peu en avance. Oui, et c'est un avantage aussi pour les régulateurs, je crois. En tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel on essaie de jouer, qui est que derrière ces principes très généraux, c'est la réalité que vous voyez tous dans vos entreprises. Vous avez des textes où on vous dit ça doit être proportionné, il faut une base légale, etc. Et puis après, vous avez un problème très concret avec un truc sur Internet. Et donc, le premier effet, c'est de savoir est-ce qu'il y a une position un peu précise d'un régulateur sur tel type de traitement, quelle durée de conservation est généralement, etc. Et du coup, on a souvent la main pour imposer aussi dans cette déclinaison de détails un standard qui se répand à travers le monde. Je suis frappé que tout ce qui a été fait sur les cookies, alors techniquement, c'est pas exactement sur le RGPD, mais les standards et les interfaces qui ont été proposés, négociés, discutés, etc., qui sont dans les lignes directrices françaises et dans certains autres européens, très souvent, quand on discute avec des entreprises, elles me disent, moi, je me pose plus de questions. J'ai pris votre truc et puis je l'ai mis sur mes 40 sites internet en 40 langues, et comme ça, j'ai plus de problème. Et donc, on a aussi un des rares domaines où l'Europe peut, à travers les régulateurs, un peu imposer des standards, ce qu'elle n'a pas réussi à faire quand même depuis longtemps. Non, on le constate, je crois, hein, tous les jours dans nos entreprises. En effet, comme on est un petit peu en avance sur la réglementation et sur potentiellement son question qui se pose sur son interprétation, une fois qu'on a des clarifications qui viennent de l'Europe, on a tendance à se dire qu'on va être mieux disant et à pouvoir les appliquer. Donc ça simplifie quand même la tâche. Hein. Et après, j'arrête de parler, mais vous pouvez aussi, je le signale, demander la clarification. On reçoit par an à la CNIL 1500 à peu près ce qu'on appelle demande de conseil. Alors, on essaye d'en traiter le maximum. On les traite systématiquement, notamment si elles passent par des très grosses entreprises ou des têtes de réseau, des fédérations, qui nous disent « Vous ne m'avez pas dit comment j'applique ce principe général à tel type de truc. Est-ce que vous pouvez prendre une position, soit que pour moi, soit public là-dessus ?» On essaie de le faire. Et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls en Europe, les autres autorités le font aussi. Il y a une sorte de mutualisation du corpus de jurisprudence. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire, les autres le font aussi, et on est toujours dans un dilemme entre prendre la position rapidement, entre guillemets, c'est-à-dire entre 6-8 mois, en ayant essayé de discuter un peu à droite, à gauche, etc., quand on n'a pas la solution rapidement, ou monter la question au niveau du Comité européen de la protection des données pour avoir une réponse harmonisée, ce qui est évidemment beaucoup plus sécurisant pour les entreprises. Mais là, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on se retrouve à parler à 27. Donc on a toujours ce dilemme entre dire je prends une position et puis on l'ajustera éventuellement si dans le concert européen on voit que ça converge vers quelque chose d'un peu différent. C'est généralement pas complètement différent. Ou passer d'abord par le concert européen mais laisser l'entreprise ou le secteur beaucoup plus longtemps dans la certitude. Donc, on a des solutions en tant qu'entreprise. Déjà, essayer d'appliquer les standards européens, les guidance qui sont publiés. Ensuite, s'il y a des points de résiduels de doute, poser des questions. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une approche pragmatique au moment des contrôles sur ces points spécifiques de conflit de réglementation. Peut-être pour rester avec vous, Louis, et parler un petit peu du post-Schrems 2, hein, qui a invalidé le Privacy Shield. Donc, on a les SCC qui ont été revus par la Commission européenne et qui sont un outil que peuvent utiliser les entreprises. On a l'impression, chez Atos en tout cas, et je ne sais pas si c'est la même chose chez Servier, que les transferts de données entre l'UE et les États-Unis conservent une certaine fragilité juridique avec une législation américaine sur le renseignement, le Cloud Act, qui semble assez radicalement incompatible avec le standard de protection garanti dans l'UE. Alors, comment, si vous pouvez nous donner quelques pistes pour essayer de faire face à cette insécurité juridique? D'abord, je vous confirme que la difficulté est réelle. Hein. C'est-à-dire que les clauses contractuelles type, comme tout acte contractuel, ne peuvent pas protéger votre co-contractant de l'application des lois
américaine. C'est une évidence pour tous les juristes que nous sommes. Et donc, à partir du moment où la CJUE vient nous dire les lois de renseignement américaines, moi je les considère incompatibles avec le standard de protection de la Charte des droits de l'homme, protection des données, etc. en Europe. Il faut s'en protéger, ça ne me va pas qu'elles soient appliquées aux données des Européens. Pour les entreprises, c'est extrêmement compliqué. Vraiment extrêmement compliqué et on en est complètement conscient. C'est d'autant plus compliqué que, les principaux acteurs de services numériques sont les Américains, c'est pas un scoop, et deux, le système a été construit, a émergé avec des transferts. Dès que vous opérez un système, très souvent, enfin, le spécialiste d'Atos le sait mieux que moi, mais il y a quand même, les choses ont beaucoup été construites, c'est ce qu'on découvre nous en regardant les dossiers, avec des transferts. Donc la situation est très compliquée. Il y a 3 façons de s'en protéger de façon, j'ai envie de dire, certaine. La première, c'est que la loi américaine soit applicable. Les lois qui ont été jugées invalides par la CJUE, elles ne sont pas applicables à toutes les entreprises américaines. Elles sont applicables aux entreprises du numérique, donc dès que vous allez recourir aux GAFAM ou à des entreprises comme ça, elles sont applicables, mais elles ne sont pas applicables à toutes les entreprises américaines. C'est un point dont, je trouve, dans les discussions, on n'a pas toujours assez conscience. Quand 2 établissements se transfèrent des données à l'intérieur du groupe Servier, l'établissement Servier aux États-Unis n'est pas soumis à la loi FISA ou à l'executive order. Il peut y avoir d'autres problèmes sur le transfert, l'utilisation d'outils de sous-traitants, etc. Mais est-ce que la loi est applicable? Ensuite, pour la solution du chiffrement, ça a un coût, pas toujours faisable, mais au moins, si véritablement c'est chiffré et que vous êtes les seuls à avoir les clés de chiffrement, ou un établissement, une société aux États-Unis qui n'est pas soumis aux obligations des lois de renseignement américaines, vous n'avez pas de problème. Après, on a des solutions qui sont en train d'émerger, mais qui pour l'instant ne sont pas commercialisées, sinon de rares accords ponctuels avec des très grosses sociétés, qui sont de cloud de confiance ou système de confiance. Tous les acteurs sont en train de se positionner sur ce marché, où vous allez pouvoir opérer des logiciels américains sur des serveurs européens, donc avec forcément un accord, soit une société qui vous globalise, le système est derrière, il y a 2 partenaires, celui qui a le logiciel américain ou étranger et la société européenne qui stocke et va manipuler de fait les données. Soit vous avez les 2 sociétés directement en face, mais voilà, vous avez un système où du coup l'opérateur soumis aux lois américaines opère sa technologie, mais ne peut pas, s'il a fait l'objet d'une réquisition, il ne peut pas y répondre parce qu'il n'a pas les moyens de récupérer les données. Alors vous allez me dire, mais ces 3 solutions, c'est pas assez pour résoudre tous nos problèmes. On en a parfaitement conscience. Je pense que les 2 dernières années quand même démontrent le pragmatisme de la CNIL. Vous pouvez me citer une seule décision sur ces histoires de transfert qui a concerné des sociétés privées. C'est les plaintes de Monsieur Schrems sur Google Analytics. On va peut-être y revenir, mais sinon il n'y a pas eu une seule décision publique imposant une modification substantielle des systèmes opérés pour des questions de transfert vis-à-vis des entreprises privées. Il n'y en a eu que pour des administrations publiques à ce stade. Donc la mise en œuvre est progressive. On attend par ailleurs beaucoup l'arrivée sur le marché de ces systèmes de cloud de confiance. Il y a eu des dossiers où de façon non publique, pour des bases de données sensibles et où il y avait effectivement des transferts, il a été demandé aux entreprises de mettre en place un plan pour passer sur un système qui les protège des lois américaines, ce qui peut effectivement de temps en temps être lourd. Donc mon conseil, c'est de cartographier les transferts, de cartographier les bases de données que vous avez pour identifier quelles sont celles sur lesquelles il est prioritaire d'essayer d'obtenir des données. C'est évidemment prioritaire pour des données des administrations. C'est pas normal que des données des administrations, données des Français, soient exposées à pouvoir être communiquées à des autorités de façon aisée.
C'était pas le cas quand tout ça était dans des placards en papier. On va pas revenir aux placards en papier, mais ça doit plus être le cas quand même à un moment avec les outils numériques. Mais vous aussi, certaines de vos entreprises ont comme ça des données qui ont de la valeur, de la sensibilité, pour lesquelles il faut quand même si c'est très compliqué, arriver à les protéger des lois extraterritoriales à terme. Alors, on essaye, hein, je vous en prie. On est dans une difficulté pratique qui est que l'arrêt de la Cour ne fait pas de subtilité, comme vous le savez. C'est toutes les données, tous les transferts qui sont concernés. Donc, toutes les CNIL européennes, la française et toutes les autres, ne disent pas le contraire. Tous les transferts et toutes les données sont concernés. Et d'ailleurs, si on a des plaintes, on les instruit. Hein. La plainte Google Analytics, c'est arrivé sur quelque chose qui est finalement, c'est pas une énorme base de données avec des millions de données de santé, c'est un outil pour faire de la mesure d'audience sur un site internet de 3 sociétés. Donc la plainte a été instruite et elle est arrivée à la conclusion. Donc l'analyse, on la partage tous, elle va très loin, elle est très impactante et donc on est tout à fait conscient que c'est très insécurisant pour les entreprises. Le caractère progressif, pragmatique de la mise en œuvre, le dialogue qu'on a avec les entreprises, oui, je crois que toutes les CNIL l'ont, parce que quand vous regardez quand même depuis 2 ans, le nombre de décisions qui ont été prises sur ces sujets demeure relativement limité. On sent qu'on y va progressivement. Oui, on attend des plans de remédiation sur Google Analytics maintenant que la position a été prise. Mais je signale que, évidemment, beaucoup de gens nous ont interrogés à la suite de ces mises en demeure. Donc, on est en train de discuter avec les 3 entreprises qui étaient visées par la plainte et qui, donc, elles, ont dû les premières trouver des solutions. Et on va communiquer avant l'été. On va faire une communication publique pour dire, voilà ce qu'on peut faire. Donc, évidemment, il faut commencer à réfléchir dès maintenant, mais attendez avant de prendre peut-être des décisions fermes, cette publication qui devrait arriver avant l'été. Oui, parce que si je peux me permettre d'intervenir, oui, effectivement, en pratique, les questions que ça a pu poser, alors au départ, de mémoire, on avait accès à une seule décision anonymisée de la CNIL sur le sujet. On a pensé que ce qui faisait difficulté, ça pouvait être le tracking individualisé de l'outil Google Analytics. Mais en réalité, à la lecture de toutes les décisions, on a compris que le vrai sujet de Google Analytics, c'est le fait de capter un certain nombre de données préalablement à la mise en place du cookie en réalité, sur lequel le webmaster n'a aucun contrôle. Donc finalement, c'est vrai de l'usage de Google Analytics en tracking individualisé, mais c'est aussi vrai quand on a paramétré Google Analytics suffisamment strictement pour produire par exemple des rapports de données agrégés qui contiennent finalement très peu de données personnelles. Absolument, absolument. C'est le raisonnement est effectivement très global. Ça n'est pas que le suivi individualisé. Google Analytics, l'outil est souvent, comme vous le savez, gratuit, mais du coup les données sont transférées et d'ailleurs réutilisables par Google. Je vous signale que la réflexion, donc vous avez tous, parce que pratiquement tout le monde utilise Google Analytics, enfin énormément. Il y a quand même des alternatives. Alors, certes, qui à l'heure actuelle ont peut-être pas les mêmes potentialités que les outils de Google, mais il y a quand même des alternatives et des alternatives européennes. Ça mérite d'être souligné. Je vous signale que la CNIL a, dans un contexte juridique assez incertain, enfin, pour l'instant, on tient comme ça et à la forte demande des entreprises, fait une interprétation assez constructive de la directive e-privacy pour dispenser de consentement de mesures d'audience qui se limitent à faire de la mesure d'audience pour le site sans réutilisation des données par un tiers. Hein, c'est dans les lignes directrices de la CNIL. Je vous le signale parce qu'aujourd'hui, les outils de mesure d'analytics de Google sont soumis, comme d'ailleurs Google le met dans ses conditions d'utilisation, au consentement. Ce qui est toujours un problème parce que, surtout maintenant que le standard européen exige une possibilité de refuser son
consentement aussi aisé que pour le donner, vous avez un certain nombre de gens qui refusent et donc qui ne sont pas comptés. Et donc vos rapports sont faux d'une certaine manière. Donc ça peut être l'occasion aussi, ces mises en demeure Google Analytics et cette difficulté de réfléchir à changer d'outil d'analytics pour peut-être aussi aller vers des outils qui vous permettent de faire de l'analytics avec moins de transferts et aussi sans avoir à demander le consentement pour avoir du coup des rapports plus exacts puisque vous pouvez compter tous vos visiteurs. Alors, on essaye en tant qu'entreprise technologique européenne de faire émerger des solutions pour les acteurs européens, qui soient des solutions européennes et qui puissent se passer des acteurs américains. C'est pas évident parce que les solutions techniques les plus avancées sont souvent américaines. On a une demande de clients, y compris européens, de pouvoir utiliser ces outils. Comme vous l'avez dit, Louis, quand on a des systèmes de cloud de confiance, c'est dur de faire cloud de confiance sans utiliser un acteur américain d'une façon ou d'une autre, donc c'est toujours une porte d'entrée et c'est difficile d'avoir quelque chose qui est 100% européen. On a des solutions de chiffrement à proposer. Là encore, c'est pas facile d'avoir des algorithmes qui soient des solutions de chiffrement qui soient pas américaines, donc qui est pas potentiellement une porte d'entrée pour la NSA, ou qui soient assez puissants pour résister aux méthodes de déchiffrement des administrations étrangères, y compris américaines. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais je crois que personne n'a trouvé la martingale, d'autant que Marine, même si Schrems 2 et les lignes directrices du CEPD qui essayent d'aider vont dans le sens d'une plus grande responsabilité des entreprises, on utilise tous, beaucoup Outlook, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de clients d'Outlook qui sont passés sur Azure, donc avec des données qui vont dans le cloud automatiquement, et c'est difficile de demander aux collaborateurs de son entreprise, d'un groupe international, de pas communiquer par email de données sensibles ou de données personnelles. Ça arrive malheureusement tous les jours, donc on fait au mieux, mais dans la pratique, est-ce qu'il y a des pistes de solutions, ou est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à cette difficulté vraiment pratique chez Servier? Alors oui, tout à fait. On n'a pas de solution miracle à proposer. Louis parlait du chiffrement, mais alors par exemple le chiffrement avec des clés qui seraient détenues par un tiers en Europe, c'est valable que dès lors que l'opérateur en question aux États-Unis, par exemple, n'a pour fonction que d'héberger ou de conserver les données. Ça fonctionne pas quand on a besoin de confier nos données à un sous-traitant qui est situé sur le territoire américain, par exemple, et qui a besoin d'y accéder, de les manipuler. Donc, effectivement, pour ça, donc sauf à respecter la réglementation en vigueur, c'est-à-dire avant de procéder au transfert, de conduire son transfert impact assessment, ce qui est un exercice extrêmement lourd, même pour des très grosses entreprises. Ensuite, en conclure en pratique si on doit renoncer au transfert, ce qui à mon avis se fait assez rarement, cela étant, ou si on doit prendre des mesures complémentaires, alors soit techniques, soit contractuelles. Donc, mais effectivement, mis à part conduire ce premier exercice qui est désormais exigé depuis l'arrêt Schrems 2, et ensuite encadrer ces transferts avec des CCT, pardon, ou tout autre instrument transfert qui serait valable, il y a effectivement à date pas de solution miracle sur le sujet. Alors, même si ça résoudra pas tout et ça déresponsabilisera pas complètement les entreprises, on espère tous quand même un petit peu de l'accord politique de principe qui a été annoncé entre la Commission et les États-Unis au mois de mars. On peut dire que quand même, on se demande comment cet accord va traiter des problèmes qui paraissent parfois insolubles. Pour vous, Louis, quels sont les points qui seront les plus sensibles que cet accord doit traiter, et où est-ce que vous êtes le plus en interrogatif par rapport au challenges que cet accord doit résoudre? L'accord, il va devoir résoudre deux problèmes principaux pointés par la Cour. L'absence de recours vraiment effectif des Européens contre les éventuels accès à leurs données, et le caractère trop large, disproportionné de la surveillance autorisée par
deux législations au moins américaines et même si c'était pas dans le contentieux Schrems 2, il y a des interrogations sur une troisième, le Cloud Act auquel vous faisiez référence. Sur les recours, moi je suis assez confiant. Alors moi j'ai pas vu de texte, hein, donc je parle de façon totalement voilà. Mais bon, je me dis un recours, ça s'organise. Moi j'étais dans des juridictions avant et puis la jurisprudence de la CJE est assez ouverte, ça n'a pas forcément besoin de modifier le système juridictionnel américain. Enfin voilà. Donc sur les recours, je trouve quand même que pour la troisième édition, cette fois-ci, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui tient la route, je l'espère. Alors sur le caractère trop large, disproportionné de la surveillance, ça c'est plus compliqué parce que dans les deux législations, il y a un executive order américain, donc quelque chose qui est à la main du président de la République. Donc là, le président Biden peut le modifier et s'ils ont vraiment la volonté de faire avancer les choses, ils le feront. Mais le FISA, la législation, c'est une loi fédérale américaine. Et alors là, il n'y a pas du tout dans les tuyaux, ou alors j'ai vraiment raté une information fondamentale, mais je n'ai pas du tout vu de modification du FISA dans les tuyaux. Et on sait tous que modifier une loi fédérale américaine, c'est un process assez long, sauf dans des cas très très exceptionnels. Et là, il n'y a pas un consensus, notamment colossal, sur ces questions du côté des États-Unis. Hein. Donc là, il faudra que le gouvernement prenne des engagements, le gouvernement américain prenne des engagements extrêmement forts et solides, contraignants, pour que la manière dont il applique les pouvoirs que lui donne le FISA soit jugée suffisamment encadrée et proportionnée par la Cour européenne, tout en respectant le FISA lui-même, qui a prévu un encadrement qui existe déjà, même s'il est jugé insuffisant, et les exigences constitutionnelles américaines qui ne permettent pas au gouvernement américain non plus de se dessaisir comme ça d'une trop grande partie des pouvoirs que lui donne la loi fédérale. Donc ça va être délicat et on attend de voir. C'est pas impossible, ça me semble vraiment pas impossible. Et les CNIL, le Comité européen de la protection des données, sera évidemment très vigilant. Je crois qu'on a vraiment tout intérêt. Donc si après il y a cet accord, une décision d'adéquation, elle s'impose évidemment à la CNIL française, aux CNIL européennes. Donc ça c'est sécurisant pour les entreprises. Mais il faut que ce soit bien fait parce que sinon on va absolument tous être perdus, être perdants. Il va y avoir un contentieux et il va se repasser la même chose. Donc il faut que ce soit vraiment bien fait pour que ce soit la bonne, si vous me permettez l'expression, et qu'on sécurise les choses avec les Américains de façon pérenne. Merci. En effet, je crois que c'est les enjeux. On attend, on est un peu dans l'expectative, mais on avait prévu de parler un petit peu des sanctions, mais on approche du terme de la séance qui fait que 45 minutes, mais on restera bien sûr quelques minutes de plus. Je vais peut-être donner la parole à la salle s'il y a des questions sur les sujets qu'on a abordés ou d'ailleurs sur les sanctions. Merci pour votre participation à cette séance. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez encore des questions de façon informelle. Merci.